Sur cette photo, j'ai 2 ans. Pendant longtemps, je l'ai regardée dans l'album de famille, cherchant sur mon visage les indices de mon futur. Je me voyais marcher d'un air déterminé, calant mes pas sur ceux de ma nounou, Erika. Puis un jour, j'ai compris que l'important était aussi dans le décor. Sur cette photo, l'arrière-plan est celui d'un hôpital. L'hôpital psychiatrique de Heurt, où travaillaient mes parents, alors jeunes médecins. Celui où ma nounou rentrait dormir chaque soir, après m'avoir gardée. Des années, cette photo est restée bien rangée dans l'album de famille. Jusqu'à ce que je ressente le besoin de confronter mes souvenirs à ce qu'on me renvoyait du monde de la psychiatrie. Un univers violent, dangereux et imprévisible dont il faudrait que la société se protège. L'hôpital de mes souvenirs, où je pouvais côtoyer librement les patients, avait-il existé dans la réalité ? Était-ce une autre époque ? Reste-t-il quelque chose de ce qui était mon monde normal ? Quand tu es né et que je devais reprendre le travail, je me disais, il faudrait que quelqu'un puisse la garder. Et alors, en fait, c'est par une autre malade qui faisait la lessive pour ton père, qui a dit, mais il y a Erika qui travaille à la lingerie, qui est fiable, vous devriez demander à Erika. Donc ça s'est fait comme ça, oui. Et du coup, elle a commencé à me garder quand j'avais quel âge ? Quelques mois, oui. Au début, elle avait juste à te promener quand tu étais toute prête, habillée et tout, promener la voiture d'enfant dans le parc. Et puis petit à petit, je lui ai appris à te changer, mais vraiment en faisant très progressivement, parce que j'étais quand même attentive à voir comment elle se débrouillait. Et elle se débrouillait comment ? Eh bien, bien. Non, elle était très attachée à toi, elle te trouvait le plus joli bébé qu'on puisse imaginer, et elle était toujours très attentive. Et le fameux épisode de la chute dans l'escalier, elle n'a pas craint de descendre l'escalier comme sur un toboggan, parce qu'elle ne voulait pas te lâcher, qu'elle te tenait contre elle. Non, non, là, elle a été d'un dévouement tout à fait remarquable. Et très, si je disais, vous donnez à manger ce petit pot, telle chose, elle faisait exactement ce que je disais, donc elle était très scrupuleuse, oui. Son histoire, c'était tout simplement une famille nombreuse en situation difficile. Elle était, comme adolescente, placée dans une maison qui accueillait des personnes âgées, gérée par des bonnes sœurs. Et elle était un peu caractérielle, elle a eu des problèmes de comportement, des problèmes avec les bonnes sœurs. Elle s'est retrouvée hospitalisée à Heurt à l'âge de 17 ans. Alors s'il y avait une famille qui la réclame, elle serait sans doute sortie au bout d'1 ou 2 semaines. Et comme personne ne la réclamait, quelques années plus tard, elle était toujours là, hein. Vu de l'extérieur et vu d'aujourd'hui, on peut dire tiens, c'est quand même étrange de faire garder ses enfants par des malades, tiens donc. Non, mais il faut voir que dans le contexte de l'époque, les malades qui n'avaient pas été recherchés par leur famille, même complètement stabilisés, ne sortaient pas de l'hôpital puisqu'ils n'avaient pas d'argent, qu'ils n'avaient aucun moyen de vivre à l'extérieur. Et ils travaillaient soit dans cuisine, lingerie, jardin de l'hôpital, soit chez les médecins. Et c'était des malades guéris, qui maintenant ne seraient plus hospitalisés, mais qui, dans le contexte de l'époque, étaient obligés de rester à l'hôpital puisqu'il n'y avait personne qui pouvait s'en occuper autrement. Cette époque, je l'ai découverte dans le livre que mon père a écrit il y a peu, une fois à la retraite. Loin de l'homme strict et sévère que j'ai toujours connu, il y livre ses impressions de jeune psychiatre formé dans les années 60, lors du grand mouvement de désaliénation apparu en réaction aux horreurs de la guerre.
les patients psychiatriques ont été parmi les premiers sacrifiés des chambres à gaz. 40 000 sont morts de faim au sein même des hôpitaux. Pour cette génération grandie dans l'après-guerre, l'enfermement psychiatrique ressemble à l'univers concentrationnaire nazi de façon intolérable. D'autant que le chaos de la guerre a aussi révélé que les patients psychiatriques étaient capables de guérir. À l'hôpital de Saint-Alban, où des résistants se cachent parmi les pensionnaires, on découvre que ceux-ci font d'énormes progrès au contact des personnes venues de l'extérieur. Ces expériences inédites influencent la psychiatrie, du moins en théorie. Car en 68, quand mes parents jeunes internes arrivent pour la première fois dans l'hôpital de Heurt, ils font la découverte d'une autre réalité. La toute première fois que j'ai vu l'hôpital, c'était l'été 68, avant que je commence à y travailler. J'avais rendez-vous avec le directeur et on a été surtout frappés par les cris épouvantables qu'on entendait, et bien sûr, même sans entrer dans les bâtiments. Les salles communes, les bonnes sœurs, l'allée centrale avec chapelle, lingerie, salle des fêtes, disons la zone neutre. À droite, les services de femmes, à gauche, les services d'hommes. Toutes les femmes avaient la même coupe de cheveux taillée par les infirmières, les mêmes robes tabliées, les hommes aussi même costumes. C'était assez effrayant, hein. Les malades étaient enfermés la nuit dans ces grands dortoirs et ils devaient uriner dans des boîtes de conserve puisqu'ils n'avaient pas accès aux toilettes. Et le matin, quand on ouvrait les portes, c'était assez suffocant. C'était le fonctionnement habituel de la psychiatrie, mais qui effectivement, dans les années 60, n'avait pas tellement évolué au fil des décennies. Pour la première fois, je retourne dans l'hôpital de Heurt, aujourd'hui désaffecté. Je parcours les salles communes. Je découvre le pavillon, celui des femmes à l'époque où a débuté mon père et où vivait Erika. Cet endroit m'impressionne. J'y trouve les traces de ces vies entières passées dans l'hôpital. Mais aussi de l'apaisement dans ces beaux bâtiments faits pour durer des siècles et désormais perdus dans la végétation. Quel souvenir a gardé Erika de ces années ? Je réalise que je n'ai jamais abordé ce sujet avec mon ancienne nounou. Pas plus que je ne me suis demandé si j'aurais pu, comme ma mère, avoir confiance au point de confier mes enfants à une patiente de l'hôpital. Cette question se pose à moi lors de cette visite à Heurt, lorsque je prends conscience de ce qu'il y avait vraiment dans l'arrière-plan de la photo si souvent regardée. J'espère qu'elle va nous admettre chez elle. Bonjour. Justement, j'arrive, salut. Bonjour Erika. Vous pouvez rentrer. Je viens justement. C'est Hélène, hein? Ah ben oui, bien sûr, vous la reconnaissez. Elle n'a pas Non, tellement c'est pas. changé. Bah oui, Mais si, la tu m'as tête. pas reconnu. Non, pas tout de suite. C'est la tête, vous pouvez voir. Vous pouvez rentrer. Tu as plus les cheveux blancs, c'est pour ça. Toi aussi t'as changé, t'as plus les cheveux... Non, bouclés. Non. Ah, 64%, hein.
comme maman. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Hein. Mais oui, ben, Ça fait quoi, 2 ans? je peux plus sortir comme je veux. Hein. Je peux pas dire tout. Hein. Non, je peux pas. Oh ben là, vous pouvez parler en confiance, on est entre nous. Non, j'ai pas le droit. Et le téléphone? Parce que je voulais t'appeler. Oui, ça fait déjà peut-être 300 presque. Je le reçois plus. T'as plus le téléphone? Non. Pourquoi? Mais non, je n'ai pas le droit de te dire. T'as pas le droit de dire pourquoi t'as plus le téléphone. Oui. Bah, du coup, il faut avoir de la chance alors pour réussir à te voir alors. Bah, si je veux téléphoner, je téléphone chez mon ami. Mais pourquoi tu veux pas réinstaller le téléphone? Non, je n'ai pas le droit. Là, Je peux pas te le dire, non, il faut... T'as pas le droit d'installer le téléphone. Non, j'ai plus le droit, Hélène. D'accord. Et pour mon reportage, je me demandais, est-ce que tu as des souvenirs de comment ça se passait avec nous à l'hôpital quand on était enfant? Bien, bien. Quand même 3 enfants, c'était pas trop de travail. Mais non, ah, moi, ça me dérangeait pas du tout. Non. Ça me dérange pas, Ça me plaisait encore, hein, de m'amuser avec vous. Ouais, non, c'est vrai. Ouais. Qu'une petite fille comme ça. J'étais avec une jolie robe rouge, avec des fleurs. Ouais, j'ai une photo d'ailleurs. Ah, Ouais. voilà, chérie, voilà. Tu veux la voir? Oui, Tu veux que je pense, c'est tout. Je n'ai pas oublié, tu sais. Une fois, ça, je ne peux pas oublier. Quand je t'ai pris dans les bras, j'étais en haut pour faire les lits. Et tu étais à côté de moi. Et je t'ai porté et j'ai basculé l'escalier. Et maman a dit, on n'a rien. C'est pas vrai? Voilà. Et ça, je n'ai pas oublié. Toi, tu avais pas mal et moi non. Je t'ai bien pris dans mes bras quand tu étais petit. Ah si. Tu te rappelles pas, hein? Non, voilà, mais moi. Ah, ça, ça c'est aussi. Aïe, 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 c'est pas. Qui c'était que ça? C'est moi. C'est à l'hôpital. Tu avais quand même pas vu ça, Nicolas aussi, Michel, hein? Hein? Ne me regarde pas comme ça, si je te dis. Si, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, là? Les caravanes? Non, c'est la maison des bataillons, ça. Ah! Maintenant, ça me vient, bataillon, oui. Je l'ai vu, samedi. Il m'a demandé comment ça allait. Jacques Bataillon était collègue de mes parents dans l'hôpital d'Erstein, où nous avons vécu à partir de 1975. Erika nous y a suivis, et avec son salaire d'employée de maison, elle a pu louer le studio où elle habite toujours. Je ne me souviens plus d'elle à Heurt, mais je la revois à Erstein. C'est dans cet hôpital que j'ai mes souvenirs d'enfance. Entre les logements de fonction et le parc où j'allais jouer, le soir, après l'école, comme les autres enfants de médecins. Nous adorions cet endroit, à l'architecture ouverte, conçue sur les principes de la nouvelle psychiatrie. Il y avait un terrain de jeu à côté des logements de fonction, mais le terrain de jeu, nous, on le voyait au sens beaucoup plus large, puisqu'on se déplaçait finalement toute la journée à vélo, et le terrain de jeu, c'était jusque dans l'hôpital. On franchissait très facilement un simple portail qui n'était pas forcément toujours fermé à clé, au début très peu même. Et alors là, s'étendaient des kilomètres de possibilités à vélo pour se promener et aller à travers des petits chemins et croiser. Jusqu'au tennis. Oui, jusqu'au tennis, jusqu'au terrain de foot. Il y avait des tennis tout au fond. Et la possibilité de croiser des malades, de croiser des gens qui travaillaient là. Et vraiment, Tu peux me raconter un peu comment ça se passait? Comment tu ressentais ça? J'ai pas souvenir d'avoir été inquiète, d'avoir eu peur.
D'abord, comme je vous disais, on était à vélo, donc à la rigueur, on avait ce sentiment de pouvoir détaler si vraiment on avait un moment d'inquiétude, mais c'était pas le cas. C'était pas le cas, et en général, c'était plutôt respectueux, c'était se dire bonjour, tout simplement. Certains avaient envie ou vraiment besoin de discuter. Moi, je trouvais ça. J'ai trouvé que ça nous a apporté une forme de tolérance et d'humilité. Oui, moi je crois que c'était une bonne école de vie en société. Hein. Il y avait une espèce de confiance de se dire les enfants vont se débrouiller, l'hôpital Oui. c'est pas dangereux. Enfin, comment vous voyez-vous les choses Il est vrai que les malades franchement dangereux, en principe, circulaient pas dans le parc. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce qui est dangereux? Tu as des gens qui peuvent être dangereux pendant un mois, et puis être... D'ailleurs, pratiquement tous les malades hospitalisés ressortaient un jour ou l'autre. Hein. Moi, j'en rencontre encore, là, qui, à l'époque, étaient considérés comme dangereux. Hein. Non, et puis ils sont aimables et gentils avec nous. Et d'aller vivre dans un hôpital comme ça avec sa famille, c'est un projet qui engage au-delà de sa vie professionnelle, puisque tout le monde va vivre dans l'hôpital. C'est quelque chose que vous aviez réfléchi ou ça vous paraissait normal pour le coup? Oui, je crois qu'on ne s'est jamais vraiment questionné là-dessus. Moi, c'est même une question que je pense m'est jamais venue à l'esprit. Beaucoup de choses ont changé depuis qu'en 1952 a été généralisé l'emploi des neuroleptiques, des médicaments qui ont pour effet de calmer immédiatement les plus agités. Depuis cette date, les hôpitaux psychiatriques ont été repensés. Les aliénés sont devenus des malades que l'on garde le moins de temps possible. Les médecins et infirmiers sont devenus en plus des psychologues et des animateurs d'activités d'éveil. Puisqu'il fallait reconstruire un hôpital, autant le faire en tenant compte de l'évolution de la thérapeutique. C'est ainsi qu'à Erstein a été créé sur un site de 29 hectares un véritable petit village avec son église, son théâtre, sa salle de sport, tout cela dans un cadre de verdure à la lisière de la forêt. Les premiers malades, qui arriveront dès le début de la semaine prochaine, seront répartis par petits groupes dans des pavillons disposant de tout le confort. C'est une expérience nouvelle. Il va bien sûr se poser un certain nombre de problèmes. Et nous sommes encore un peu dans l'inconnu, dans le brouillard. Sur un plan purement médical, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, une attitude nouvelle aussi à adopter, étant donné qu'on ne se trouve plus devant un hôpital avec des blocs, mais quelque chose du type du village? Oui, nous avons donc ici des pavillons, des unités de 25 lits, avec un espace qui permet d'éviter la promiscuité des malades. Ces images seront sans doute les seules de mon père dans ce film. S'il parle volontiers aux reporters de FR3, venus l'interviewer ce printemps 74, il refuse aujourd'hui de répondre à mes questions. Convoquer cette période d'expérimentation, dans laquelle il se disait déjà dans le brouillard, n'est sans doute pas facile. Pas plus que de reconnaître les tâtonnements de cette époque, que pourtant Jacques Bataillon me raconte sans problème. Quand on est jeune médecin, on arrive dans un hôpital comme Erstein en se disant on va faire un peu différemment. Comment ça se passait C'est ce que j'ai fait. Quand je suis arrivé, j'ai effectivement fait la mixité dans les pavillons. Et je devais avoir 3 pavillons sous ma responsabilité. Dans 2 pavillons, je laissais les portes ouvertes la journée, pas la nuit. Et puis, on a développé les hôpitaux de jour, puisque sans aller jusqu'au test de l'antipsychiatrie qui explique que l'hôpital rend malade et que si on ne met pas les gens à l'hôpital, ils ne deviennent pas malades, sans aller si loin, il est vrai que des gens qui ont des problèmes psychiatriques, entre autres, sont souvent mieux chez eux, dans leur domicile ou sur leur lieu de travail, que dans un hôpital. Et ensuite, le mouvement s'est continué, et ce qui fait que les services hospitaliers se sont vidés, quoi. De la même façon qu'il peut éventuellement y avoir des internements arbitraires, on peut dire qu'il y a aussi des cas où il y a eu des externements arbitraires, des gens qui sont sortis trop tôt, trop vite de l'hôpital, quoi. Par idéologie? Oui. Ou par moyen? Les deux, hein, les deux. Maintenant, ça devient plus les moyens que l'idéologie actuellement. Ouais. Et à l'époque, c'était plus l'idéologie? À l'époque, c'était plus l'idéologie que les moyens. Ouais. Dans les archives,
je découvre que ces sorties prématurées, par idéologie, ont pu mettre en danger certaines personnes non préparées à la vie autonome. Il est aussi arrivé que les fugues de patients désorientés se terminent de façon tragique dans la forêt. Cela a entraîné le retour de quelques clés aux portes des pavillons. Mais cet état d'esprit d'un hôpital ouvert a toutefois perduré, si bien qu'entre mon enfance et celle de mon petit frère dans les années 90, il y a peu de différence. Je passais voir maman à son service pour chercher ou déposer un courrier ou un truc qu'elle avait oublié. Puis après, j'allais à côté dans la carrière pour faire ma séance d'équitation, au milieu de l'hôpital. Au début, c'était un club psychothérapique, soin du malade par le cheval. Et puis petit à petit, ce club a proposé des séances au personnel et aux enfants des personnels de l'hôpital. Puis après, c'est devenu un club commercial qui était encore sous contrat avec l'hôpital pour faire des prestations d'équithérapie, mais tout en étant ouvert sur l'hôpital. Et finalement, une partie du club était dans l'hôpital et une partie du club était à l'extérieur. Mais moi, mon cheval de concours, par exemple, son box était dans l'hôpital. Les dimanches matins, on avait plusieurs camions qui débarquaient avec, au plus fort de l'époque, des centaines de cavaliers qui étaient là pour des concours sur des week-ends entiers. Ouais, ça c'était quand le club avait pris de Ça, l'importance. c'est quand le club, on va dire, c'était à l'apogée du club. Ouais. Mhm. Des travaux d'entretien étaient réalisés par des CAT. Donc, c'est des patients qui sont encadrés et soignés par le travail. Puisque les moniteurs d'équitation, alors certains moniteurs avaient une formation pédagogique pour les malades, et puis de l'autre côté, il y avait également des infirmiers qui avaient une formation pour l'univers du cheval. Je ne savais pas forcément qui était malade, qui était personnel à cette époque. Ouais, on ne voyait pas la différence en tant qu'enfant, finalement. Ouais. Ah bon, tu avais l'impression que tu ne voyais pas la différence? Oui, entre un gars habillé en bleu et un gars habillé en bleu. J'ai su plus tard que certains c'était des CAT parce qu'on voyait quand même du point de vue comportemental, il y avait quelque chose qui faisait voir qu'ils étaient des patients. Aujourd'hui, ça paraîtrait complètement impossible et invraisemblable. Pourquoi? Pour des raisons réglementaires ou parce que l'époque a changé? Pour des questions réglementaires, pour des questions d'assurance et de responsabilité. Puisque finalement, c'était des moments pendant ces concours où le concours était à cheval entre l'hôpital et l'extérieur de l'enceinte de l'hôpital, tout était ouvert parce que les gens pouvaient circuler. Et puis, 10 mètres plus loin, il y avait la porte des pavillons. Le centre d'équithérapie a depuis disparu. Mais ce n'est pas le seul changement que je découvre en repassant devant l'hôpital d'Erstein. Le terrain de jeu et la piscine sont aussi à l'abandon, comme les anciens services de mon père, au fond du parc. Sans doute la conséquence de la baisse du nombre de lits et du manque de moyens d'une psychiatrie qu'on dit maintenant paupérisée, voire exsangue. Pourtant, je vois qu'un bâtiment immense et flambant neuf trône au centre du parc, à la place de plusieurs des anciens pavillons qui ont été rasés. À l'arrière, quelques-unes des anciennes constructions sont toujours occupées, mais l'activité semble désormais concentrée dans le gros escargot blanc. Je contacte le directeur pour comprendre ce qu'est devenu l'hôpital de mon enfance. Après quelques mois de patience, il m'autorise à venir avec une caméra. Donc on badge, la porte s'ouvre, et on arrive dans la zone où il y a les bureaux. En face, on a le bureau infirmier qui est vitré, et l'unité de soins commence en 2 parties de chaque côté. Oui, bonjour. Oui. Il revient demain à 14h, c'est ça? Je suis vite oppressée par ces sas à franchir, ces écrans vidéo qui surveillent les couloirs. Dans le bureau infirmier aux aires de tour de contrôle, je me sens davantage dans l'ambiance d'une prison que dans celle d'un hôpital. On a toujours ce regard de soignant de psychiatrie où on a appris à justement enfermer les patients, cette crainte de leur laisser trop de liberté aussi. Souvent, c'est une demande de la société que les patients soient enfermés en psychiatrie. Donc nous aussi, on doit répondre à cette demande et mettre que tout le monde soit en sécurité. On va juste faire un aller-retour à la café. Vous n'ont rien ramené à manger? Rien? Pas d'habits?
C'est qui? C'était votre belle-mère qui était là? Et vous disiez la demande de la société, c'est-à-dire c'est beaucoup de patients ici qui sont hospitalisés sous la contrainte, c'est ça, à la demande de l'État, c'est ça? C'est ça, de façon sous contrainte, pas forcément à la demande de l'État, à la demande des médecins, à la demande de proches aussi, des proches qui demandent l'hospitalisation de quelqu'un de leur famille et qui se sentent eux aussi en sécurité quand le patient est ici entre de bonnes mains, soigné, qu'on puisse l'observer, l'évaluer. Voilà. On appelle ça un service fermé parce que le patient n'a pas la possibilité d'ouvrir lui-même la porte. Ouais, je vais regarder si vous avez quelque chose de prescrit. On s'ennuie. Vous vous ennuyez, Maron, c'est bien, mais quand vous n'avez pas le droit de sortir, c'est compliqué, hein. Ah bah ouais. C'est pas facile quand on est enfermé. Ça, je l'entends. Moi, en tant que tel, je ne suis pas gardien, moi je suis infirmier. Après, il y a des moments, sur certaines prises en charge, pose plus la question. Est-ce que ce qu'on fait pour le patient, c'est vraiment du soin ou est-ce que c'est juste de la surveillance à proprement parler? Il y a des hospitalisations qui sont demandées au niveau préfectoral suite à une garde à vue. Donc le patient est envoyé chez nous en psychiatrie, alors que est-ce que sa place est vraiment en psychiatrie? On a eu une grosse période suite aux attentats où on a eu pas mal de gens qui étaient fichés, par exemple, et qui étaient hospitalisés chez nous. Parce qu'il y avait une crainte à l'extérieur et qu'il n'y avait peut-être pas nécessité de mettre en prison, et du coup on a tendance à mettre en psychiatrie. Parce que il y a cette idée que c'est fermé et qu'ils sont rangés en quelque sorte, quoi. Myriam, vous attendez dehors, s'il vous plaît, un après l'autre. Tu veux lui faire l'insulte tout de suite? Ça va faire du bien, ça. Oui, même pour le moral. Oui. Vous voulez pas l'insuline? Non? Vous allez pas vous sentir bien après. Vous voulez la faire vous-même? Non, 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 non. Eric. Lâche, viens. Ne casse pas, lâche donc. Dans ce couloir, on retrouve également, sur notre gauche, les chambres de soins intensifs. Donc pareil, on y va en badge. Il y a 3 chambres de soins intensifs qu'on appelle maintenant chambres d'isolement. Ça a changé depuis l'an dernier, depuis les dernières recommandations de la HAS. On appelle ça de nouveau chambres d'isolement. On a des patients sur prescription, en difficulté, en agitation, des fois à leur propre demande pour se sentir plus contenus. Ça répond à des procédures très précises d'indications cliniques. Dans la chambre, il y a uniquement un lit qui est scellé au sol, sur lequel on peut sangler un patient si besoin. On le fait le moins souvent possible, mais ça nous arrive. Et il y a un sanitaire. 3 cellules d'isolement pour un service de 32 lits. 9 dans le bâtiment de 90 lits. Cela me paraît beaucoup. En tout cas, beaucoup plus qu'à l'époque de mon enfance. D'autant qu'il est très rare que ces cellules d'isolement ne soient pas toutes occupées. Il y a toujours 2 portes sur une chambre de soins intensifs, sur une chambre d'isolement, parce que s'il y a un problème de sécurité, on peut rentrer des 2 côtés. On a eu un patient qui a démonté une fenêtre, il avait un morceau de la fenêtre dans la main. S'il est derrière cette porte-là, on rentre par l'autre porte et on ouvre cette porte au même moment, ça permet d'éviter toute agression. C'est pas fréquent, mais mieux vaut prévenir, avoir les outils qu'il faut pour prévenir. Et on mange dans le couloir en général. Alors un petit point très positif, au bout du couloir, on a un accès à l'extérieur qui donne sur une terrasse couverte et sur un jardin qui permet quand même, lors des surveillances en chambre, de laisser sortir le patient pour fumer et aussi se promener un peu, se dégourdir les jambes. On
comprend que c'est utile, enfin que c'est quelque chose qui est finalement assez utilisé parce que effectivement c'est nécessaire. C'est vécu comme nécessaire par les soignants et je pense par les médecins aussi. Et en même temps, c'est très souvent décrié quand on lit les rapports du contrôleur des lieux de privation de liberté qui dit en France, il y a beaucoup trop de recours à l'isolement. C'est vraiment un cheval de bataille aujourd'hui de diminuer l'isolement en psychiatrie. Tous ces gens qui sont contre les mises en isolement, je les entends, mais c'est pas dans le sens où on le punit, on le met en isolement pour qu'on soit tranquille, quoi. Le patient qui est en isolement, il demande plus de besoins humains pour s'en occuper. Quand c'est l'heure du repas, ça va souvent être 4 personnes qui s'occupent de lui à ce moment-là. C'est vraiment du soin intensif. C'est pour ça qu'on parlait de chambre en soins intensifs, c'est dans ce sens-là. Il faut aussi se dire que parfois, si on est à 32 patients, on a 31 autres patients qui sont autour, et on ne peut pas prendre de risque pour ces 31 autres patients non plus. Donc, levé de la mesure de CSI. Il a pu réintégrer la chambre de 110, ses habits fermés à clé. Comment les infirmiers vivent-ils ces lieux fermés ? Ils y sont eux aussi assignés à résidence, alors que les médecins s'absentent pour consulter en dehors de l'hôpital. À table, ça s'est mal passé. Il était à côté de François, et puis il lui cassait les oreilles et tout. François a dû quitter la table, sinon ça aurait clashé. Persécuté par tout le monde. Et par la caméra aussi. Dans le service, travaillent plusieurs générations d'infirmiers psychiatriques. Mais tous, même les plus jeunes, ont connu les bâtiments des années 70. Le fait que les pavillons étaient comme ils étaient avant, ça avait un aspect colonie de vacances. Les gens rentraient dans leur pavillon, c'était chez eux, bon voilà, et après ils allaient se balader. Enfin, c'est vrai que c'était ouvert sur la nature. C'était chouette. À mon âge, on me dit déjà, mais c'était la belle époque, effectivement, oui. C'était... C'est pas qu'une question d'époque, si je vous entends, c'est aussi une question de lieu, d'architecture, c'est pas juste la nostalgie du passé. Ouais, oui, aussi, oui. Mais c'était des petits bungalows, quoi. C'était nos bungalows, on rentrait chez nous, c'était même notre deuxième maison, quoi. Et ici ? Ici, c'est un hôpital. Ici, c'est notre lieu de travail. Il n'y avait pas cette bulle comme il y a actuellement. Les soignants étaient au centre, on était tout le temps avec les patients, quoi. Là, c'est vrai que les ordinateurs sont là, les soignants sont... On a tellement de choses à écrire tout le temps que voilà, on est beaucoup plus isolé des patients, quoi. Il faut aller au contact, alors qu'avant, le contact se faisait naturellement, quoi. On jouait tout le temps aux cartes. C'est bête, on jouait aux cartes avec nos patients, mais il y avait cette relation tout le temps de confiance à... Si, il y a encore, mais c'est plus pareil. On a une espèce de barrière. C'est vrai que ce sas, là, cette bulle, ça nous coupe d'eux, quoi. Et là, ça, c'est la pièce d'activité. On est installé là, elle est vide, quoi. En plein après-midi. Après, on est moins. Voilà, il y a un poste infirmier de journée qui a disparu. C'est aussi beaucoup ça, quoi. On est moins nombreux. Et les patients restent aussi longtemps ou ils restent moins longtemps ? Actuellement, les patients ? Non, ils restent longtemps. Ils restent vraiment longtemps. J'aurais aimé filmer les patients du service, mais ceux-ci ne sont pas en état de me répondre et ne le seront sans doute pas avant des mois, des années. Le temps de la psychiatrie reste terriblement long. Heureusement, je rencontre Naumann. Après plusieurs séjours dans l'hôpital d'Erstein, il revient aujourd'hui partager son vécu pour redonner espoir aux patients enfermés. Aujourd'hui, j'y crois. Il est possible qu'en chemin, je sois de nouveau hospitalisé, que je sois de nouveau en crise. Il est possible que je prenne un mauvais détour. Qui d'entre vous ne l'a jamais fait ? Je voudrais dire que notre maladie n'est pas incurable. Elle peut se soigner avec la famille, les amis, le personnel du corps médical et évidemment nous-mêmes. Je suis atteint de schizophrénie. Punaise, un grand bravo, Naumann. Merci. C'est très fort en termes d'impact, ce que vous dites, même sur les professionnels de santé, parce que rien ne remplace la crédibilité du réel. Finalement, qui est mieux placé que vous pour parler du rétablissement, puisque vous le vivez ? J'ai été hospitalisé ici pendant 8 mois, une fois, et c'était changement de médicaments, changement de médicaments, changement de médicaments, tout le temps. Ça, c'est la salle de sport. C'est la salle de sport où il y a de l'escalade, de la musculation, tout ça. J'en ai souvent fait.
En fait, on venait avec l'équipe médicale du centre de jour qui nous emmenait et qui nous proposait de faire de l'escalade, des marches. De ce côté-là, il y a la salle d'escalade avec des petits promontoires qu'ils enlèvent des fois pour... on peut faire du tennis, du foot, enfin il y a vraiment de tout. On peut faire de la musculation parce qu'il y a une petite salle de musculation juste derrière. Il y a des tables de ping-pong et tout, quoi. Non, moi je connais, je venais faire du sport ici aussi. D'accord. Quand j'étais enfant, j'habitais là. Ah, d'accord. Mes parents travaillaient ici. Ah. Et je venais faire du sport dans la salle le dimanche, on prenait la clé et on venait, moi je venais faire du trampoline. Voilà, c'est là où je me baladais pratiquement tout le temps. Tout le temps, pendant les 8 mois, les 3 mois ou les 5 jours où j'étais ici, je me baladais, je m'asseyais sur le banc là avec des amis et on passait le temps comme ça la journée. On était loin du centre hospitalier et on pouvait se poser sans crainte de se faire prendre si on buvait une petite bière ou un truc dans le genre, quoi. Vous les aviez où les bières? C'est mes amis qui les ramenaient. Donc nous on n'a pas droit d'alcool dans l'hôpital, mais des fois il y avait des contrôles. Donc si on était positif, on pouvait avoir une sanction. Virer ou voilà quoi, des trucs comme ça. Alors c'est ça les anciennes habitations où vous habitiez? Voilà, ouais, moi j'habitais là derrière le grillage. Et on venait voir les poneys et aller à la salle de sport et faire du vélo dans le parc, quoi. Parce que moi aussi j'aimais bien. Parce que moi aussi j'aimais bien dans le parc. Et il y avait même des animaux aussi. Ouais, il y avait des animaux là, il y a encore le petit cabanon. Effectivement, il n'y avait pas ce mur. C'est devenu beaucoup plus strict à un moment, je trouve, la psychiatrie, où ils disent que les gens doivent rester enfermés, il faut mettre du grillage partout, quoi. Et je pense que c'est dans les années 2000-2005 que ça a commencé à devenir un peu plus strict. Ah ouais, tu t'en souviens de ça? Ouais. Ça a commencé quand il y a eu les problèmes avec pas les attentats, mais les problèmes, comment on peut appeler ça, de violence. Il y avait une montée de violence à cette époque-là et ça s'est refermé, quoi. Et la sécurité dans les hôpitaux psychiatriques en question. Après le double homicide de Pau, le ministre de la Santé a promis des mesures. Dans la région, le centre hospitalier d'Erstein est un modèle du genre. Poste 30, 65, D11. On y va. Ce reportage confirme les souvenirs de Naumann. Il donne le ton de cette époque où, après avoir été un modèle d'ouverture, l'hôpital de mon enfance se retrouve à la pointe des mesures sécuritaires. L'agressivité verbale, de toute façon, est quasi quotidienne, mais les situations litigieuses ou les rapports de force, même physiques, oui, c'est quelque chose de présent dans notre travail et de très fréquent. Une centaine de téléphones a été distribuée au personnel soignant. On les appelle PTI, Poste Travailleurs Isolés. Ils ont un bouton d'alarme et se déclenchent seuls en cas de besoin. L'équipe de sécurité qu'on voit toujours à l'œuvre dans l'hôpital d'Erstein vient aussi de cette époque. Ce mouvement sécuritaire connaît son apogée fin 2008, suite à un autre crime commis par un patient psychiatrique à Grenoble. À l'époque, mes parents ont déjà pris leur retraite, mais ils se souviennent de ce discours de Nicolas Sarkozy qui marque une vraie rupture après ce fait divers. Les malades potentiellement dangereux doivent être soumis à une surveillance particulière afin d'empêcher un éventuel passage à l'acte. Et vous savez fort bien, mieux que moi, que des patients dont l'état s'est stabilisé pendant un certain temps peuvent soudainement redevenir dangereux. Alors, ça pose la question des moyens. Il faut plus de sécurité et de protection dans les hôpitaux psychiatriques. 10 ans plus tard, la psychiatrie tente un nouveau virage. Le directeur d'Erstein me parle de sa volonté d'ouvrir une partie des services du bâtiment fermé. Ce projet est porté par le successeur de ma mère, le médecin Philippe Meyer, qui vient le présenter à l'équipe infirmière. Donc on se voit aujourd'hui dans le cadre de notre réflexion sur la réorganisation de notre unité dans le cadre des nouvelles directives sur la liberté d'aller venir. Mais là, il va falloir quand même qu'on passe à l'acte et qu'on réorganise donc notre unité pour qu'il y ait dans notre unité au moins une partie qui soit entièrement ouverte.
On n'a pas trop compris, il y a quelques années, on a fermé les lits dans les pavillons ouverts. Là maintenant, on continue à enfermer dans les 2 unités ouvertes qui sont dans l'hôpital, et maintenant on en rouvre chez nous. Après, c'est tout à fait... il y a des patients qui effectivement ne nécessitent pas d'avoir une unité, d'être en unité fermée. De là à la laisser tout le temps ouverte, Alors c'est vrai qu'actuellement il y a des lits ouverts, l'idée serait aussi, sur ces 12 lits qu'on souhaite ouvrir, qu'il puisse y avoir des admissions directes. Après, Bon, ça va... ça sera une toute autre organisation pour nous. Moi, je dirais la difficulté, c'est dans le soin, c'est déjà que le patient soit dans l'unité. Mais cette liberté, elle est en avantage du patient, mais pas des soignants, quoi. Parce que nous, on ne sait pas où ils sont, on doit les chercher. Eux, ils ont leur liberté. En même temps, la sécurité se pose aussi. Je sais que nous, ils reviennent. Si justement, ils disent pas quand ils reviennent, donc ils peuvent rentrer dans le service avec des produits sur eux. Il y a aussi un problème après au niveau de la sécurité, quoi, avec ces allées et venues où nous, on n'a pas... qu'on maîtrise pas, en fait. On maîtrise pas, ouais. La question de la liberté d'aller et venir, pour moi, elle se pose surtout pour les gens qui ne sont pas d'accord d'être là. Pour les gens qui n'ont pas conscience de leurs troubles, c'est pour ces patients-là qu'il faut se poser la question liberté d'aller et venir. Mais en principe, seront dans les unités ouvertes les patients qui sont hospitalisés librement. Mais par exemple, une personne avec des idées suicidaires qui vient qui vient librement en demande d'aide, si le médecin évalue qu'effectivement les idées sont encore là pour la protéger d'elle-même, on fait ce qu'on appelle les évictions des objets à risque. Donc, du coup, si cette personne elle serait admise en service ouvert, on aurait... Moi, je ne suis pas sûr qu'une porte fermée, ça protège du suicide. Non, mais je devrais peut-être pas le dire comme ça. Mais contenu dans le service, on l'a à l'œil, on a des caméras, il y a les autres patients qui surveillent ce qui se passe. La personne n'est pas seule. Si le service est ouvert, la personne peut sortir, aller dans le parc et... On parle quand même beaucoup de surveillance. Principe de précaution. Le principe de précaution, la surveillance, la sécurité, etc. Donc vous êtes dans cette injonction-là, nous sommes aussi. Et puis maintenant, on vous demande de lâcher quelque chose de cette représentation-là. Après, je vais juste revenir sur une chose, on va revenir sur l'histoire des fugues avant. Quand il y a une fugue, la première chose qu'on m'a demandé, c'est quoi? Est-ce qu'il avait le droit de sortir? Est-ce qu'il avait pas le droit de sortir? Est-ce qu'il était en sortie accompagnée? Qui l'a laissé sortir? Ils disent, OK, le patient va avoir pas mal de liberté, mais comment on va concilier cette question de la liberté avec les exigences de surveillance, de contrôle, etc. Bon, moi, je leur ai dit, la liberté d'aller venir, c'est pas que la liberté d'aller venir. C'est aussi la liberté de faire des conneries. Etc. Donc on ne pourra pas rendre responsables les soignants de toutes les conneries ou de toutes les libertés que s'est octroyé le patient dans ce cadre. Par contre, dans la façon de faire, il va falloir un accompagnement, ça c'est sûr. C'est un respect d'une liberté, d'un droit fondamental. On ne peut pas passer à côté. Oui. On ne peut pas dire pour des questions de confort personnel, cette liberté fondamentale, on la supprime, on la restreint parce que moi ça ne me convient pas. Moi c'est pas possible parce que là, comme je vous l'ai dit, c'est ma responsabilité. Et si les contrôleurs des lieux de privation de liberté viennent dans l'établissement, c'est pas l'aide-soignant, c'est pas l'infirmier qu'ils iront trouver, mais c'est le directeur en disant monsieur, qu'avez-vous fait, qu'avez-vous mis en place au sein de votre établissement? Ouais, je t'appelle pour te prévenir, monsieur Shortax. André, on lui a ouvert la porte à 10h ce matin, puis là il n'est pas revenu au service. Dans ces réunions, j'entends toutes les contradictions de notre société. D'un côté, on demande à la psychiatrie de s'ouvrir. De l'autre, on refuse de prendre le moindre risque. Bon appel. Mais il va en Allemagne d'habitude. Mais s'il n'a pas d'argent... Voilà. Je mets une petite box et puis on refait le point avec Catherine à 10h. Fidèle aux idéaux de l'époque de mes parents, je pensais prendre fait et cause pour le principe de liberté porté par le directeur. Mais je me surprends à comprendre aussi ces infirmiers qui ont peur d'être les victimes de tous nos paradoxes. Moi, ça ne me fait pas du tout plaisir de garder des patients enfermés ou à l'hôpital pendant des mois ou des années, même des semaines. Maintenant, on a beaucoup de patients hospitalisés d'office. Et donc, nous, on demande à ce qu'ils aient des permissions ou des possibilités de sortir, d'avoir des activités à l'extérieur. Et elles sont systématiquement refusées en ce moment. Par la préfecture. Pas par le médecin, par le préfet. Oui. Sur des raisons qu'on ne maîtrise pas. Enfin, qui sont souvent... qui pour nous ne sont pas justifiées. Parce qu'ils ont peur, quoi, aussi. Parce qu'ils se protègent.
Oui, c'est les politiques, c'est les balanciers. À un moment donné, ben oui, il y a la liberté. C'est toujours un peu les injonctions paradoxales hein, qui existent. Et plus de liberté, mais attention dans certains moments où on nous dit pas laisser sortir. Il y a des risques, c'est le principe de précaution, et on joue plutôt la contrainte et l'enfermement. Et il est où le balancier là aujourd'hui? Moi, je dirais que le balancier est plutôt sur la liberté en ce moment, avec le contrôleur des lieux de privation de liberté, les recommandations de bonne pratique, de la haute autorité de santé, le discours de la ministre de la Santé, Madame Buzyn, que je partage totalement. Moi, je dirais qu'on est plutôt sur cet aspect droit et liberté. Salut Erika. Qu'est-ce que tu fais là? Mais tu sais, maman t'a pas dit que je venais? Si, mais on m'a dit tu viens pas. Qui t'a dit ça? Asseyez-vous. Si, il y a Michel qui vient manger chez maman. Michel? Ouais. Vous pouvez s'asseoir. Tu veux me chercher? Ouais, on va manger chez maman. Elle t'a mis un mot. Mais oui, je l'ai vu, oui. Et elle t'a dit que t'étais contente de voir le bébé de Michel. Mais oui. À quelle heure on va après? Bah maintenant, là, quand t'es prête, tu peux te préparer et puis on y va. Oui, on va, oui. Je prends ma veste et tout. Ouais. Mais je peux rien donner. Mais tu dis rien, hein, à personne. Hein. On m'a vidé la retraite à la banque. Mais je veux rien, hein, tiens. Le juge s'occupe et le procureur. Ah, il y a quelque chose qui est tombé. Je veux le ramasser après. Ouais. C'était fou. En bas, tu sais. De où? De Kraft. De Kraft. De l'hôpital hein? Oui. Là, je mets mon routine là. C'est mon routine. On va? Mais le monsieur, il faut l'emmener. Bah oui, t'inquiète, on va l'emmener. Avec un chinois. Ça va? Oui, ça va chez vous. Ça va, merci. Vous voulez les jeter? Certains, vous les voulez? Oui, moi je prends avec. Mais pour les couteaux, c'est comme ça. Couteau à droite. Moi je suis à gauche. Toi, tout à gauche. Tu mets tout à gauche. Pourquoi tu mets tout à gauche? Bah comme je suis gauchère. Ah. Non, mais normalement. Mais toi aussi, t'es gauchère, voilà. Le matin, je vais au Leclerc. Oui, donc t'as de l'argent là, c'est bon. Je le reçois, oui, demain. Et tous les soirs, ils prennent leur petit appareil, tu sais, un petit comme ça, pour le mettre tout le temps dans la serrure, fouiller dans la serrure pour ouvrir la porte. Eux, c'est qui? Qui est-ce qui vient le soir? Les fous qui sont de l'hôpital de Kraft. C'est eux qui viennent le soir pour prendre ton argent? Oui, c'est pour ça, ils fouillent dans la serrure pour ouvrir. Tu comprends maintenant? Et comment tu sais que c'est... Mais j'ai rien dans l'armoire. Je sais où le mettre. Et comment tu sais que c'est eux? Ah, je les connais. C'est tous les soirs les mêmes. Tous les soirs. Mais tu les vois? Mais non, je les vois pas, mais la voix chante. Ils se tous devant ma porte. Tu fais quoi du coup alors? Qu'est-ce que je fais? Je me couche et je dors. Bon. Et ça va? Mais oui. Je prends les médicaments et je dors. Ah. Qui c'est? Ben Amélie et le bébé. Salut.
Bonjour Erika. Regardez le joli bébé. Oh là là. Regardez le joli bébé. Coucou. Il rigole, regardez comme il rigole. Erika, c'est Amélie. Amélie. Bonjour Erika. Bonjour madame. Bonjour. J'ai entendu beaucoup parler de vous par Michel. Oui, vous êtes pas passé avec la voiture, hein, sur la route? Non, malheureusement non, mais Michel m'a parlé de vous, que vous le gardez. Ah, voilà. Quand il était petit. Et vous avez vu les Je lui avais photos. dit que t'étais ma nounou, quoi. Voilà. Ouais. J'étais petit, Ouais. Quand j'avais son âge. Regarde, qui me lâche plus. Enfin, moi, étant enfant, je savais pas que c'était une ancienne patiente. Ah bon? Oui. Ça, je l'ai découvert plus tard. Étant enfant, je veux dire, quand j'avais 7 ans, 8 ans, 9 ans, c'est quelque chose que je savais pas. Puisque Erika a toujours été là, puisqu'elle était là avant que je sois né, même, il me semble. Ouais. Bah oui, puisqu'elle a commencé à s'occuper de moi. Ouais, voilà, donc Erika était là, elle était comme elle était, et puis c'était bien. elle qui s'occupait de nous quand on rentrait de l'école en bus, qui nous faisait le goûter, qui nous faisait à manger, etc. Puis un beau jour, j'ai dû l'apprendre par je sais pas de quelle façon, mais ça n'a rien changé finalement. Pour moins connaître que nos parents le milieu de la psychiatrie, je pense que c'est pas quelque chose que j'oserais, étant donné que je suis pas moi-même psychiatre, et donc à même d'évaluer la fiabilité de la personne que je vais choisir pour garder notre fils. Ouais. Ouais. Après, moi je trouve qu'Erika s'est bien occupée de nous. Hein. Oui, bah. Ça s'est toujours très bien passé, enfin il n'y a jamais eu d'accident ou quoi que ce soit. Elle nous a également laissé suffisamment de latitude et de liberté, peut-être en nous encadrant moins que le ferait une nounou encadrée réglementairement avec les standards d'aujourd'hui. T'as des souvenirs précis de moments où t'avais l'impression qu'elle était un peu dépassée? Ah oui, complètement. Enfin, quand on jouait au terrain de jeu, enfin nous, ça nous est arrivé, je sais pas, de faire des bêtises monstrueuses, voilà, que quelqu'un de normal n'aurait pas pu nous permettre de faire. On descendait le toboggan en skateboard, c'était des toboggans de l'époque qui n'étaient pas du tout aux normes d'aujourd'hui, avec 2 plateaux, dont un qui était à plus de 6 ou 7 mètres de haut. On descendait ça en skateboard pendant qu'elle nous gardait. Elle était à côté, elle laissait faire. Erika, oui, tout allait bien. Après avoir travaillé près de 20 ans chez nous, Erika n'a jamais retrouvé de travail. Elle a vécu avec une invalidité avant de toucher sa retraite et me semble aujourd'hui comme livrée à elle-même, sans suivi. Quelle place réservons-nous à ceux comme Erika? Et où pourrais-je maintenant rencontrer ma nounou dans ce monde psychiatrique qui a tant évolué? Pas dans le service fermé pour les patients en crise, pas dans les bâtiments des années 70, dont quelques-uns fonctionnent toujours en service ouvert. Ils accueillent des personnes stabilisées, comme on dit, mais encore incapables de vivre à l'extérieur, contrairement à Erika. En outre, avec 200 lits à Erstein contre 600 au départ, les médecins réfléchissent désormais à 2 fois avant d'hospitaliser. Mais des innovations des années 70 continuent de fonctionner, comme les hôpitaux de jour, qui, avec l'allocation adultes handicapés, permettent à des patients d'être soignés et de rentrer chez eux. J'y découvre des ateliers qui aident les volontaires à affronter leurs maux. C'est là que la psychiatrie expérimente maintenant. Là que je pourrais rencontrer Erika aujourd'hui. Alors, que faire si j'ai des effets indésirables avec mon médicament? A. J'arrête de le prendre. B. Je diminue la dose. C. Je le prends 1 jour sur 2. D. J'en parle à mon psychiatre. La D sans hésitation. Sans hésiter? Sans hésiter, la D. Tout le monde est d'accord? Oui. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si on choisit une autre possibilité? Si on arrête, si on diminue? C'est la rechute. La rechute, hein. Ouais, tout le monde est d'accord? Ouais. Ok, super. D'après ce que je peux comprendre, toutes ces maladies psychiques sont issues des personnes qui ont souffert d'un malheur.
Ce sont des personnes qui ont connu la guerre, alors. Ah oui, ça peut être le fait d'avoir vécu une guerre, ça peut aussi être le fait d'avoir vécu dans une famille violente, ou c'est vraiment tout type de traumatisme. Julien parlait avant du burn-out, des difficultés au travail. Tout ça peut potentiellement être un facteur de stress qui peut déclencher une maladie psychiatrique. Oui. Si vous deviez changer quelque chose par rapport à cette image stigmatisante autour de la schizophrénie, qu'est-ce que vous feriez? Comment vous aimeriez Changer de vie, changer d'environnement, nouvelle vie, nouvelle identité. Merci. Mais de rien. Merci. C'est quoi cette maladie? Je dirais tout simplement, c'est le fait d'entendre des voix et puis des fois être un peu absent, quoi, être un peu absent. Dans la vie de tous les jours, c'est quand même compliqué de se lever tous les matins et de pas savoir si ça va bien se passer ou si ça va mal se passer vis-à-vis de mes symptômes. Et voilà. Et du coup, vous avez l'impression que ce que vous avez appris ici, ça vous aide à mieux vous lever le matin, c'est ça, à mieux comprendre Oui, ça aide à mieux comprendre mes symptômes et à m'accepter. Ne pas être dans l'isolement tout le temps, chercher à sortir, à voir des gens, c'est très important ça. Ce que la maladie vous empêchait de faire. Ce que la maladie m'empêche de faire. Vous empêche de faire. Donc, des fois je suis chez moi, je dis pas, hein, je fais des choses de travers. Hein. Voilà. On choisit pas toujours et on fait pas toujours comme on veut non plus. Hein. On fait comme on peut, quoi. Ça fait 13 ans que je suis malade, quoi. J'aimerais bien, s'il y avait une porte de sortie, ouvrir cette porte et voilà, c'est terminé, t'es plus malade, tu revis dans la vie normale de tout le monde. Pousse. Hein? Oh, tu manges. Erika fait aussi certainement comme elle peut. Elle vit avec ses voix, mais semble avoir trouvé une sorte d'équilibre, sans avoir à se battre contre la maladie et contre les idées noires. Ces idées noires qui poussent des patients au suicide lors des phases de rechute, comme le craignent les infirmiers du pavillon fermé. Malgré leur réticence, le projet d'ouverture est maintenant sur les rails. Peu après les réunions, les fameux contrôleurs des libertés ont effectué une visite dans l'hôpital d'Erstein. Ils ont salué le projet, mais je découvre à mon retour qu'ils ont posé eux aussi le problème de l'architecture. On avait parlé de l'architecture, ça a été soulevé quand on arrive dans une unité où on a comme un bocal avec l'ensemble des infirmiers à l'intérieur, derrière des écrans où il y a de la vidéosurveillance et que les patients sont dans les couloirs. Ça a été soulevé par les contrôleurs des lieux de privation de liberté, en disant qu'en effet, les professionnels, mais je pense que c'est le cas dans la majorité des cas, les professionnels doivent accompagner les patients et être auprès des patients, et pas isolés derrière une vitre ou derrière un bocal à regarder des écrans de surveillance. Ouais. Ça, pour le coup, c'est un choix architectural qui a été fait à une époque. Le bâtiment date de 2014. On ne va pas le raser pour en construire un autre. Ça veut dire que des conceptions de sécurité qui ont dû être validées par les pouvoirs publics en 2014, elles sont déjà périmées aujourd'hui pour les mêmes institutions. Alors, est-ce qu'elles étaient périmées, est-ce qu'elles sont périmées dès à présent, ou est-ce qu'en 2014, elles étaient déjà périmées? Ça a été un pari architectural, une option de soins qui a été prise à l'époque. Voilà. Pourquoi avoir délaissé les pavillons ouverts de l'hôpital village ou les beaux bâtiments centenaires de celui de Heurt? Les lieux où j'ai vécu tomberont bientôt en ruine, alors qu'ils conviendraient finalement beaucoup mieux aux besoins d'aujourd'hui que le grand bâtiment fermé et anonyme. Mais peut-être est-il plus simple de mettre de l'argent pour bâtir de nouveaux lieux que de miser sur l'humain.
Et l'humain, justement? Où en est-il au gré des tâtonnements visibles dans le décor de mes photos? L'asile où l'on entasse ceux qu'on juge incapables de vivre en société? Les pavillons ouverts d'une époque qui se veut en pointe de l'humanisme? Puis les grilles et les portes que l'on referme à clé pour limiter les risques en cloisonnant les mondes. À chaque époque, sa vision du fou, de l'anormal, qui oublie que l'humain réserve des surprises. Or, c'est bien une surprise que j'ai en retournant dans l'hôpital d'Erstein pour suivre l'épilogue du projet d'ouverture. Bonjour tout le monde, donc on se revoit au bout d'un mois d'ouverture d'une partie de... Donc 5 semaines qu'on a ouvert une partie du pavillon, donc on a 12 lits ouverts depuis le 3 juin. Voilà, ça fait 5 semaines que ça fonctionne. L'idée c'est qu'on rediscute ce qui est difficile, ce qui n'est pas difficile, ce qui est mieux, ce qui est moins bien, ce qui est compliqué. Pour ma part en tout cas, je craignais plutôt ce côté ouvert, Ouais. Parce qu'on n'avait plus cette maîtrise des patients, de leur présence et tout. Et au final ça se passe très bien. Quelques-uns qui demandaient beaucoup qu'on les accompagne juste pour aller prendre un café. Maintenant, ils peuvent aller tout seuls. C'est super. Quand on retrouve notre rôle de soignant, en fait, un peu plus. Ouais. Moi, j'ai remarqué les derniers temps, depuis que c'est ouvert, alors est-ce que c'est un hasard ou pas, quoi, mais moi, je suis beaucoup plus sollicitée depuis que je travaille pour des entretiens infirmiers, où les patients vraiment viennent nous solliciter. Quand ils sortent, quand ils rentrent, ils viennent chez nous, ils viennent nous voir. Peut-être plus dans le soin et moins dans la surveillance. Dans la surveillance. Ouais. Non, franchement, ça se... Après, c'est aussi peut-être les patients qu'on met dans ce service qui ont un profil et qui sont parfaitement adaptés à ce genre de pavillon. Et on a aussi revu toute notre façon de travailler, où avant on était quand même dans le tout sécuritaire et tout était régi par un règlement. Et maintenant, en fin de compte, on s'aperçoit qu'on leur laisse toute la liberté et on fait des petites restrictions sur certaines choses. Pour moi, les 5 semaines sont vraiment positives. Je trouve Ouais. On n'est plus pris à partie parce que juste pour des questions de bien-être, ils n'ont pas réussi à sortir tout de suite. Là, en fait, ils ont leur liberté. Du coup, ils sont moins dans la plainte aussi à nous faire des reproches, des choses comme ça. On retrouve plus ça de ce côté, quoi. On a redécouvert des patients qu'on avait depuis longtemps côté fermé, qui s'étaient un peu éteints, qui s'étaient renfermés, qui nous demandaient pas grand-chose à part de leur ouvrir la porte pour qu'ils puissent sortir. Et une fois mis du côté ouvert, ils ont retrouvé une certaine liberté qui leur a été bénéfique et qui a été exceptionnelle pour leur suite de l'hospitalisation qui s'est arrêtée très vite derrière, quoi. Peut-être qu'ils ne seraient pas sortis aussi vite si on les avait encore gardés plus longtemps côté fermé. Mais c'est quand même, comme vous dites, une catégorie de patients qu'on aurait quand même mis dans une unité fermée si on était ouvert. Clairement. Et ça pose question. Maintenant, ça pose question. Ouais, ça pose question. Ah oui, ça donne envie d'ouvrir encore quelques lits supplémentaires. Ça a l'air de rien comme ça, ouvrir 12 lits, finalement, c'est pas grand-chose. Enfin, ça peut se réduire à une question technique ou une question juridique. Ça vient bien au-delà. Ça nous renvoie aussi, si je peux m'y autoriser, à une des dialectiques de Foucault sur les sociétés sécuritaires et les sociétés sécurisantes. Ces deux notions, finalement, qui sont presque opposées par certains aspects. Et là, nous, on en fait l'expérience. Je veux dire, on a l'impression d'être plus sécurisant en ayant mis un cadre, finalement, moins sécuritaire.